Pendant que le monde fixe son attention sur les menaces d'annexion de Donald Trump concernant le Groenland et ses déclarations sur le Canada, une transformation stratégique majeure se déroule sous nos yeux. Mark Carney vient d'exécuter ce qui pourrait être la manœuvre de souveraineté économique la plus audacieuse qu'un pays de taille moyenne ait tenté face à une superpuissance. Et voici ce que les analyses superficielles ratent complètement. Il ne s'agit pas d'une posture défensive, c'est une offensive stratégique calculée. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une stratégie qui s'est déployée sur 4 continents en 90 jours. Une stratégie que personne n'a vu venir et qui redéfinit les rapports de force en Amérique du Nord. Nous allons analyser comment le Canada construit systématiquement ce qu'on pourrait appeler un bouclier de souveraineté économique, un réseau de partenariats qui réduit structurellement sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Pékin, Séoul, Bruxelles, Jakarta et même Nuuk au Groenland. Chaque destination fait partie d'un plan d'ensemble cohérent. La question n'est pas de savoir si cette stratégie est brillante. Elle l'est manifestement. La question est de savoir si elle peut se déployer assez rapidement pour fonctionner. Commençons par le mouvement qui a surpris tout le monde, le voyage à Pékin. Le 16 janvier, Mark Carney atterrit dans la capitale chinoise. C'est la première visite d'un Premier ministre canadien en Chine depuis 2017. En 48 heures, il annonce un accord préliminaire qui fait chuter les droits de douane chinois sur les graines de canola canadiennes de 4,24% à 15%. Nous parlons d'un marché de 4 milliards de dollars qui était complètement gelé et qui s'ouvre soudainement. Mais ce n'est pas là que réside la véritable complexité de l'accord. Développer cette idée. En échange de l'accès au marché du canola, le Canada accepte de permettre l'importation de 49 000 véhicules électriques chinois annuellement avec un tarif de seulement 6,1% au lieu de 100%. Ce qui, en surface, pourrait sembler être une concession majeure à l'industrie automobile chinoise. Sauf que l'analyse des données d'opinion publique révèle quelque chose de fascinant. Cet accord obtient un taux d'approbation de 77% au Canada. 77%, c'est extraordinairement élevé pour un accord commercial dans le climat politique actuel. Et les implications politiques sont immédiates. Les libéraux de Carney bondissent à une avance de 15 points dans les sondages. Les électeurs de moins de 35 ans, traditionnellement sceptiques, basculent vers son camp Pourquoi cette réaction positive? parce que les Canadiens observent leurs dirigeants négocier d'égal à égal avec Xi Jinping. Pas de soumission, pas de supplication, une négociation stratégique assumée. Mais l'accord commercial n'est qu'une composante d'un plan plus vaste. Exactement. Carney annonce simultanément une stratégie automobile nationale. 3 milliards de dollars pour moderniser les usines canadiennes afin qu'elles produisent des véhicules électriques, pas seulement les assembler. Et un investissement supplémentaire 1,5 milliard de dollars pour créer un réseau national de recharge, garantissant que le Canada ne dépende d'aucune infrastructure étrangère. ce qui signifie que, pendant que Washington menace Ottawa de tarifs, le Canada construit une capacité industrielle pour rivaliser de manière autonome. La mécanique est simple mais redoutable. Si vous achetez un véhicule électrique de moins de 50 000 dollars fabriqué par un allié comme la Corée du Sud, vous obtenez une réduction fiscale. S'il est fabriqué au Canada, il n'y a aucun plafond de prix sur cette réduction. Carney n'utilise donc pas simplement ce moment pour se défendre. Il restructure fondamentalement l'économie canadienne pour éliminer la dépendance exclusive envers les États-Unis. Pendant que Carney est à Pékin, son équipe négocie en parallèle ce qui pourrait devenir le plus important contrat de défense de l'histoire canadienne. Avec qui? La Corée du Sud. Nous parlons de 12 sous-marins pour un projet estimé à 45 milliards de dollars. Et l'entreprise impliquée? Hanwha Ocean. Mais voici le rebondissement que personne n'anticipait. Il ne propose pas simplement de vendre des sous-marins au Canada. Que proposent-ils d'autre? Ils offrent de reconstruire intégralement l'industrie sidérurgique canadienne dans le processus. C'est-à-dire concrètement? Hanwha s'engage à investir 345 millions de dollars pour construire une nouvelle usine de poutres d'acier structurel à Algoma, Sault-Sainte-Marie, Ontario. Cette même région qui vient de perdre la moitié de ses commandes américaines à cause des tarifs de Trump et qui a licencié 1 millier de travailleurs. Précisément, l'accord de Hanwha réintègre tous ces emplois et en génère des milliers supplémentaires. Mais le plus stratégique dans tout cela, Le Canada utilisera de l'acier canadien pour construire les sous-marins qui patrouillent ces eaux arctiques. Une boucle de souveraineté complète. il y a aussi une dimension temporelle cruciale. Absolument.
Hanwha peut livrer 4 sous-marins d'ici 2035 et la flotte complète de 12 d'ici 2042. Comparez cela au concurrent allemand qui ne peut pas livrer avant 2038. Cette différence de 3 ans économise au Canada plus d'1 milliard de dollars en coûts d'entretien de sa flotte actuelle vieillissante. Mais ce contrat de sous-marin s'inscrit dans un partenariat économique beaucoup plus large avec la Corée du Sud, estimé à 100 milliards de dollars. Qui inclut quoi exactement? Hyundai et LG investissant massivement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Ontario. C'est là que la stratégie globale devient visible. Carnet tisse commerce, défense et politique industrielle en une architecture intégrée. La Chine obtient l'accès au marché du canola. Le Canada obtient des véhicules électriques abordables et des investissements automobiles. La Corée du Sud obtient un contrat de sous-marin. Le Canada récupère ses aciéries et des milliers d'emplois manufacturiers. Mais la diversification ne s'arrête pas à l'Asie. En décembre 2025, Carnet annonce que le Canada rejoint le programme Security Action for Europe de l'Union européenne, connu sous l'acronyme SAFE. C'est quoi exactement ce programme? Un instrument de financement de défense de 244 milliards de dollars. Et le Canada devient le seul pays non européen à y participer. Pourquoi est-ce stratégiquement significatif? Pendant des décennies, le Canada a acheté pratiquement tout son équipement militaire aux États-Unis, une dépendance totale vis-à-vis des contractants de défense américains. Et si Washington décidait de couper l'approvisionnement? Le Canada n'aurait eu aucun fournisseur alternatif. Carnet vient de changer cette réalité du jour au lendemain. Comment concrètement? Les entreprises de défense canadiennes obtiennent un accès préférentiel au marché européen. Les entreprises de défense européennes peuvent soumissionner sur des contrats canadiens avec des conditions favorables. Et le financement? Le Canada peut accéder à des prêts à faible taux d'intérêt pour financer sa modernisation militaire. Le coût d'adhésion à ce programme de 244 milliards? 16 millions de dollars. Pour 16 millions, le Canada s'achète une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis dans l'approvisionnement de défense. C'est un retour sur investissement stratégique considérable. Pendant que Trump tweet sur l'annexion du Groenland, Carnet y plante littéralement un drapeau. Comment cela? Le 6 février 2026, il envoie sa ministre des Affaires étrangères Anita Anand et la gouverneure générale Marie Simon inaugurer un consulat canadien à Nuuk. C'est symboliquement puissant. 90 délégués inuits canadiens se déplacent spécifiquement pour montrer leur solidarité avec le Groenland face aux menaces américaines. Mais il y a aussi une dimension économique stratégique. Absolument. Pendant que Trump parle d'acheter le Groenland, des entreprises canadiennes y extraient déjà des minéraux critiques. Lesquels? Greenland Resources a obtenu une licence d'exploitation de 30 ans pour le projet molybdène de Malmberg. L'importance de ce projet? Ce seul projet canadien fournira 25% de tout le molybdène à l'Union européenne et près de 100% de leurs besoins liés à la défense. Et le molybdène, c'est quoi exactement? L'ingrédient essentiel dans l'acier haute performance utilisé dans les chars, les navires de guerre et les avions de chasse. Donc pendant que Trump menace le Danemark, le Canada sécurise concrètement les minéraux qui alimentent le complexe militaro-industriel européen. Le Canada ne se défend pas simplement, il devient indispensable aux chaînes d'approvisionnement de défense européenne. Il y a une autre dimension de cette stratégie que beaucoup d'analyses négligent. L'Indonésie. Exactement. Le 24 septembre 2025, Carnet accueille le président indonésien Prabowo Subianto à Ottawa et signe l'accord de partenariat économique global Canada-Indonésie. C'est le tout premier accord commercial bilatéral du Canada avec un pays de l'ASEAN. Pourquoi l'Indonésie spécifiquement? C'est le 4e pays le plus peuplé au monde, 280 millions d'habitants, une économie de 1,9 trillion de dollars. Et les projections? Elle devrait devenir une économie parmi les 7 premières mondiales d'ici 2050. Quel est l'impact concret de cet accord? Une fois pleinement mise en œuvre, plus de 95% des exportations canadiennes actuelles vers l'Indonésie verront leurs tarifs réduits ou éliminés. Et nous parlons de quels produits? Blé, potasse, bois d'œuvre, soja qui deviennent tous beaucoup plus compétitifs dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Mais ce qui est crucial, c'est que Carnet n'utilise pas cet accord de manière isolée. C'est-à-dire? Il l'utilise comme modèle pour négocier avec tout le bloc ASEAN. Son objectif,
doubler les exportations canadiennes vers les marchés non américains pour atteindre 300 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Et il négocie simultanément avec qui d'autre? Les Émirats arabes unis, les pays du Mercosur en Amérique du Sud et l'Inde. Donc Carnet prouve que le Canada dispose d'alternatives réelles à la dépendance américaine. Chine pour l'agriculture, Corée du Sud pour la défense et la manufacture, Europe pour l'équipement militaire et le financement, Indonésie et l'ASEAN pour les exportations de ressources et les marchés en croissance. Mais toute cette diversification économique internationale vient avec un prix domestique que nous devons examiner honnêtement. Absolument. Pendant que Carnet construit ce bouclier de souveraineté à l'étranger, les Canadiens le paient en ce moment même. Concrètement, Les prix de l'épicerie ont bondi de 22% en 3 ans. Chaque fois que Trump menace d'imposer de nouveaux tarifs, les prix du café et de la viande augmentent brusquement. les familles regardent leur reçu d'épicerie en se demandant quand ce bouclier commencera à les protéger concrètement. Et Carnet en est conscient, c'est pourquoi il a lancé la semaine dernière la prestation canadienne pour l'épicerie et les produits essentiels. Quel est le montant? Une injection de 12,4 milliards de dollars jusqu'à 1 890 dollars pour une famille de 4 personnes. Il y a d'autres mesures? 500 millions de dollars supplémentaires dans un fonds de réponse stratégique pour aider les chaînes d'approvisionnement alimentaire à absorber les coûts sans les transférer aux consommateurs. C'est là que la dualité de sa stratégie devient visible. À l'étranger, il est le stratège géopolitique qui ouvre des consulats et signe des contrats de défense. À la maison, il répare des fondations économiques qui ont été négligées pendant des décennies. Comment, concrètement, Il supprime les barrières commerciales interprovinciales qui fragmentent le marché intérieur canadien. Il accélère 1 000 milliards d'investissements dans l'énergie pour garantir l'autosuffisance. mais la vraie bataille qu'il mène n'est pas seulement économique. Non, c'est une bataille de crédibilité. Un ancien banquier qui a travaillé chez Goldman Sachs peut-il vraiment livrer pour les Canadiens ordinaires Quelqu'un qui a passé des années à diriger des banques centrales peut-il comprendre ce que signifie choisir entre le loyer et l'épicerie? Et les données montrent quelque chose d'intéressant. 77% d'approbation pour l'accord chinois, une avance de 15 points dans les sondages, les jeunes électeurs qui basculent vers les libéraux. La fierté nationale atteint des niveaux records. Les citoyens voient un dirigeant qui ne se contente pas de parler. Il construit concrètement. Mais analysons maintenant le risque inhérent à cette stratégie. Carnet parie qu'il peut déjouer Trump en étant présent partout où Trump ne l'est pas. Chine accord signé, Corée du Sud verrouillée, Europe intégrée dans leur programme de défense, Groenland déjà sur le terrain, Indonésie, premier pays occidental avec un accord global. Mais voici le risque fondamental. Et si Trump ne se calmait pas? Et si les tarifs continuaient d'arriver? Et si Washington décidait de faire un exemple du Canada pour avoir défié la pression américaine? La stratégie de Carnet ne fonctionne que s'il peut livrer des résultats tangibles avant que les États-Unis ne ripostent plus durement. C'est exactement le pari temporel. Dans 10 ans, si ce projet tient, le Canada est structurellement moins dépendant des États-Unis. Connecté au marché à la croissance la plus rapide en Asie, une puissance dominante dans l'Arctique, Une puissance moyenne qui frappe au-dessus de son poids. Un pays avec lequel d'autres nations veulent s'associer parce qu'il est fiable, stratégique et connecté. mais si cela ne tenait pas, Si Trump écrasait les exportations canadiennes avec des tarifs de 100% et que le Canada ne pouvait pas remplacer ce marché assez rapidement, alors Carnet aurait provoqué une confrontation avec la plus grande économie du monde et perdue. le risque de ne rien faire versus le risque de bouger agressivement. Carnet a calculé que le risque de l'inaction est plus élevé que le risque de l'offensive stratégique. Parce que ne rien faire signifie regarder Trump démanteler systématiquement l'ordre international basé sur des règles dont le Canada dépend pour sa survie. Mais il y a une dimension de cette stratégie qui dépasse largement le Canada. Laquelle? Carnet ne défend pas simplement le Canada, il construit potentiellement un modèle pour d'autres puissances moyennes. C'est-à-dire, L'Australie observe attentivement. La Corée du Sud prend des notes. Même certains pays européens, fatigués de l'imprévisibilité américaine, étudient ce que fait le Canada. ce que Carnet appelle une alliance des puissances moyennes.
Des pays qui se soutiennent mutuellement quand les grandes puissances commencent à ignorer les règles établies. Il paraît que dans un monde où l'Amérique est imprévisible et la Chine est agressive, il existe une troisième voie. Une voie où des pays comme le Canada, la Corée du Sud, l'Indonésie et certains États européens se regroupent pour protéger leurs intérêts collectifs. Mais cette stratégie d'alliance comporte ses propres risques. Si même un seul des piliers échouait, si l'accord avec la Chine ne livrait pas les résultats attendus, si le projet de sous-marin était retardé, si les partenaires européens commençaient à reculer, toute la structure pourrait se défaire. Et le Canada se retrouverait plus exposé qu'avant. C'est le danger de bouger sur autant de fronts simultanément. Le Canada promet d'acheter 12 sous-marins, il rejoint un programme de défense européen, il ouvre des consulats au Groenland. Il négocie avec l'ASEAN, l'Inde, les Émirats arabes unis et le Mercosur en même temps. C'est beaucoup de balles dans les airs pour un pays de 40 millions d'habitants avec une armée sous-financée pendant des décennies et une économie encore dépendante à 75% du commerce avec les États-Unis. Alors résumons les 4 piliers de ce que Carnet appelle le bouclier de souveraineté. L'accord avec la Chine qui rouvre un marché de canola de 4 milliards de dollars. Le partenariat avec la Corée du Sud qui reconstruit l'industrie de l'acier et livre 12 sous-marins. Le programme de défense européen qui fournit une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. L'accord avec l'Indonésie qui ouvre la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Cette stratégie est sans précédent au sens littéral. Aucune puissance moyenne n'a jamais tenté de se diversifier aussi systématiquement loin d'un voisin superpuissance pendant que ce voisin la menace activement. Carnet écrit le manuel en temps réel. Et pour l'instant, cela fonctionne. Les sondages le montrent, les taux d'approbation le prouvent, les Canadiens voient ce qui se passe et l'approuvent massivement. Ils en ont assez d'être traités comme un État vassal par les politiciens américains. Ils veulent un leader qui riposte stratégiquement, pas émotionnellement. Mais la vraie question n'est pas de savoir si la stratégie est intelligente. Elle l'est clairement. La question est de savoir si elle est assez rapide. Le Canada doit remplacer sa dépendance envers les États-Unis sur 3 dimensions. Marché, équipement de défense et soutien politique. Les accords avec la Chine et l'Indonésie s'occupent des marchés, les partenariats avec la Corée du Sud et l'Europe gèrent la défense. Mais le soutien politique, c'est le plus difficile. Quand Trump appelle et exige que le Canada se mette en rang, qui Carnet appelle-t-il pour avoir du renfort? Et c'est là que le consulat au Groenland prend tout son sens. C'est pas symbolique. C'est le Canada qui dit « Nous nous tenons avec les petits pays contre l'intimidation ». C'est le Canada qui construit des relations qui pourraient compter quand des votes ont lieu à l'ONU ou quand des différends commerciaux vont en arbitrage. Ce qui effraie probablement le plus Washington n'est pas que le Canada se diversifie économiquement. C'est qu'il construit des alliances politiques qui pourraient défier l'influence américaine dans les institutions internationales. Nous ne saurons pas si cela a fonctionné avant encore 5 ans, peut-être 10. C'est le temps nécessaire pour que les modèles commerciaux changent, pour que les nouvelles chaînes d'approvisionnement se solidifient, pour que les alliances se prouvent en temps de crise. Dans 10 ans, nous regarderons soit en arrière ce moment comme celui où le Canada s'est levé et a construit son propre chemin. Soit nous nous demanderons pourquoi nous pensions pouvoir défier la superpuissance mondiale et gagner. La question que nous vous posons, pensez-vous que ce bouclier de souveraineté est réel ou trop ambitieux? Qu'est-ce que cette analyse rate? Partagez votre analyse en commentaire et si vous suivez ces développements de près, abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour continuer à décrypter ces transformations en temps réel. Merci à vous et à bientôt.